Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette série Histoire de patients du Cyril Brio et qui va s'intéresser au cancer colorectal, du dépistage aux approches thérapeutiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec des collègues, patients et chercheurs pour discuter des étapes diagnostiques et du dépistage du cancer colorectal. Alors, je vais demander à mes collègues de se présenter un à un. Arthur. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je suis Arthur Berger, je suis médecin au CHU de Bordeaux. Je travaille particulièrement en endoscopie. Et donc, moi, je vous parlerai plutôt après de la phase plutôt le versant de dépistage pur sur la coloscopie et les nouveautés en dépistage colorectal en endoscopie. Je vous remercie. Merci. Simon. Bonjour à tous, Simon Pernaut, je suis gastro-entérologue et oncologue digestif à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Et donc on abordera les questions de traitement dans les prochains épisodes. Madame Poiseuil. Oui, bonjour, donc je suis Marie Poiseuil, je suis doctorante en épidémiologie au sein du registre des cancers de la Gironde et de l'équipe Épicène au centre Bordeaux Population Health. Madame Bardinet. Bonjour, je suis Danielle Bardinet. On m'a diagnostiqué un cancer du côlon à l'âge de 53 ans et je viens ici pour témoigner. Voilà, je suis témoin de tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, vraiment merci d'être présente. C'est extrêmement important pour nous d'avoir justement cet écho du vécu de cette situation. Moi, je suis ici en tant qu'oncologue digestif, je suis gastro-oncologue au CHU de Bordeaux et j'ai aussi la chance de présider le conseil d'administration du Centre régional de dépistage des cancers en Nouvelle-Aquitaine depuis 2 ans. La structure de gestion du dépistage est en charge d'organiser et de mettre en œuvre le dispositif de dépistage des cancers. 3 cancers font l'objet d'un dépistage organisé aujourd'hui, le cancer du col utérin, le cancer du sein, et puis depuis plus de 10 ans, le cancer colorectal, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors Madame Poiseuil, racontez-nous un petit peu les procédures diagnostiques et comment vous avez vécu ce dépistage. Madame Bardinet. Madame Bardinet. J'ai vécu ce dépistage. Je me faisais dépister par des tests à l'époque Hémocute, où on envoyait notre petite mixture. Le test revenait négatif et c'est à l'occasion d'un voyage où je suis revenue avec des saignements, où on m'a diagnostiqué en me faisant une coloscopie, puisque j'étais quand même personne à risque avec un père ayant eu un cancer colorectal. On m'a dépisté un cancer. D'accord, donc ce sont sur des symptômes finalement, alors que vous aviez fait le test, qu'on a découvert donc la survenue de ce cancer. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, puisque notre système de dépistage n'est pas infaillible. Vous en êtes l'incarnation. Oui. En fait, la sensibilité du test, globalement, même s'il s'est amélioré dans le temps, est de l'ordre de 50%. Ce qui fait que, globalement, dans le dépistage organisé, on va rater un cancer sur 2, ce qui peut paraître beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'on va découvrir chez une personne sur 2 qui n'a aucun symptôme de la maladie la présence d'une tumeur ou de polype. Mais dans un cas sur 2, si vous avez un cancer, on peut le découvrir comme ça et ça permet de traiter de façon très efficace, souvent sans chimiothérapie et à des formes très superficielles ce cancer. Comment avez-vous raconté cela à vos amis et quel est votre finalement comment vous présentez le dépistage aujourd'hui, puisque vous avez connu les deux côtés, à la fois ce dépistage qui a été inefficace chez vous, mais ce diagnostic symptomatique? Je trouvais que c'était mal fait. Enfin, je comprenais pas, en ayant fait le dépistage, qu'on n'ait pas trouvé ce que j'avais, quoi, et que je me suis retrouvée du jour au lendemain comme ça avec un cancer du côlon métastatique, alors que j'avais fait un peu tout ce qu'il fallait. Enfin, en tant que patiente, on se dit ah ben oui, j'ai fait. Et puis, on comprend pas, quoi. Il y a une espèce d'incompréhension. Voilà. Absolument. Donc tout l'intérêt du dispositif en France qui est pour l'instant basé sur la relation avec le médecin traitant. Et normalement, celui-ci doit ramener justement le niveau de risque et doit expliquer à la population, lorsqu'on remet un test, c'est un acte quand même médical qui consiste à bien intégrer le fait qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quand même un cancer, même si le test est négatif. Donc c'est une information qui est requise formellement au moment de la remise du test
pour que derrière, si les symptômes apparaissent, on puisse venir. Donc malheureusement, vous n'étiez pas du bon côté, mais sachez qu'aujourd'hui, environ 30% de la population adhère à ce dispositif et on découvre aujourd'hui des cancers, on traite et on a sauvé, notamment en Nouvelle-Aquitaine, plusieurs milliers de patients ont pu bénéficier d'une opération pour un cancer superficiel découvert dans le cadre du dépistage. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer aux présentations. On va démarrer par Madame Poiseuil, qui va nous parler des freins au dépistage et qui va nous donner quelques pistes pour essayer d'améliorer la participation au dépistage. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, merci de me passer la parole maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche en épidémiologie et notamment des tendances et des freins au dépistage du cancer colorectal. Donc, pour un petit rappel sur le cancer colorectal au début, il s'agit du 3e cancer le plus fréquent, avec plus de 43 000 nouveaux cas estimés en 2018 en France. On a une incidence qui tend à diminuer chez les hommes alors qu'elle reste stable chez les femmes depuis quelques années maintenant. Concernant la mortalité, il s'agit de la 2e cause de décès par cancer, avec plus de 17 000 décès en 2018. On a des taux de mortalité qui diminuent pour les deux sexes. Et la survie à 5 ans du cancer colorectal a été estimée à 63% sur les années 2010 à 2015. Globalement, c'est un cancer qui peut être guéri s'il est détecté précocement. Donc pour cela, un dépistage organisé du cancer colorectal a été mis en place. Il s'agit d'un programme national de dépistage qui a été généralisé en France en 2009. Il est géré au niveau régional par des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers, donc les CRCDC, qui sont en charge d'envoyer les invitations et les relances, de mobiliser les populations au dépistage, de mobiliser également les professionnels de santé pour favoriser la participation au dépistage de leurs patients notamment. Ils sont en charge de recueillir les résultats des dépistages et de suivre les dossiers positifs lorsque le résultat du dépistage est positif. Donc, le dépistage organisé du cancer colorectal consiste à inviter les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sans risque de cancer colorectal ou à risque moyen de cancer colorectal à réaliser un test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles. Il remplace depuis 2015 le test Hémoculte et cela doit être réalisé tous les 2 ans. En pratique, comment ça se passe ? Donc, les CRCDC envoient les invitations à la population éligible au dépistage, donc les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Ces personnes, une fois qu'elles ont reçu les invitations, doivent récupérer un kit de prélèvement auprès de leur médecin généraliste. Ils ont ensuite à faire chez eux, à leur domicile, un seul prélèvement de sel, contre 6 prélèvements avec le test Hémoculte. Une fois le prélèvement réalisé, ils envoient ce prélèvement au laboratoire d'analyse qui est indiqué sur le kit. Et ensuite, les résultats sont transmis aux médecins, aux participants et au CRCDC. Et en cas de résultat positif, une coloscopie devra être réalisée. Donc, l'objectif principal du dépistage organisé, c'est de réduire la mortalité par cancer colorectal en population générale, en détectant de manière précoce les lésions précancéreuses ou cancéreuses. Donc, si on regarde la participation au dépistage organisé en France, en 2019-2020, le taux de participation était de 29%, avec 30% de participation pour les femmes et 27,7% de participation chez les hommes. On observe une augmentation de la participation en fonction de l'âge. Plus les gens avancent dans l'âge, plus ils participent au dépistage organisé du cancer colorectal. Et on observe des taux de participation les plus bas, notamment en Guyane, Corse ou encore à Paris. Et les taux de participation les plus élevés au dépistage sont observés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou le Maine-et-Loire, avec plus de 40% de participation. Globalement, à partir de la participation au dépistage organisé, il y a 3,7% de personnes qui sont détectées positives, soit 4,4% chez les hommes et 3% chez les femmes. Si on regarde maintenant la tendance de participation en France au dépistage du cancer colorectal, on peut voir que depuis 2009, donc la mise en place du dépistage, on a une diminution constante de la participation entre 2009 et 2013.
Et en 2014-2015, on peut voir qu'il y a eu le changement de programme, donc le changement des tests. On est passé d'un test hémoculte à un test immunologique. Il y a eu donc un arrêt des envois des invitations, ce qui fait que la participation était très basse à ce moment-là. Mais globalement, en 2016, on a bien rattrapé la participation avec plus de 33% de participation, mais qui diminue depuis 2016 de manière constante. Globalement, le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal est bien en dessous du taux de participation recommandé au niveau européen, qui est estimé entre 45 et 65% de participation, pour observer un réel effet du dépistage sur la mortalité en population générale. Donc ces taux de participation finalement assez bas en France peuvent être expliqués par différents freins au dépistage du cancer colorectal, et notamment un manque d'information auprès des personnes, que ce soit au niveau du cancer colorectal en lui-même, ou alors au niveau des programmes de dépistage. Et ce manque d'information, cette méconnaissance au niveau du cancer ou du dépistage, fait que les gens ne se sentent pas forcément concernés par le dépistage, par le cancer et donc le dépistage. Ensuite, il peut y avoir des freins quant à la pratique du dépistage en lui-même. Il peut y avoir une gêne par rapport au cancer, à la localisation de ce cancer. Ensuite, le test de dépistage, il s'agit donc de prélèvement de sel. Ça peut être quelque chose de répugnant pour certaines personnes et donc ne veulent pas forcément pratiquer ce dépistage. Ensuite, il peut y avoir la peur du dépistage en lui-même, la peur du résultat, de découvrir un cancer par exemple, ou alors également la peur de la coloscopie, de l'après-dépistage. Cela peut donc freiner la participation au dépistage en lui-même. Et d'autres facteurs peuvent être observés, comme par exemple le manque de temps des professionnels de santé, qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps de donner des informations suffisantes aux patients sur le dépistage, sur l'importance du dépistage. Et ça revient donc au manque d'informations que les personnes peuvent avoir. Ensuite, il y a une difficulté à récupérer le kit de prélèvement. Donc, pour rappel, il faut aller chez le médecin pour récupérer le kit. Et donc, les personnes n'ont pas forcément envie de payer une consultation juste pour aller récupérer un kit de prélèvement, par exemple. Il peut y avoir aussi des difficultés au niveau des professionnels qui n'ont pas forcément le quota, le nombre de kits suffisant pour en donner à tous les patients qui viennent les chercher. Donc, il y a une réelle difficulté à ce niveau-là également. Et après, il peut y avoir des facteurs d'inégalité, que ce soit au niveau de l'éducation, de la catégorie socio-professionnelle, de la culture, etc., qui fait que les patients ne participent pas forcément au dépistage. Donc pour vous illustrer ces freins au dépistage, il y a un projet DK3 qui a été mené à Bordeaux et à Caen en collaboration avec 2 équipes de recherche, où l'objectif principal du projet, c'était d'analyser le comportement des femmes de plus de 50 ans qui ont 3 propositions de dépistage à réaliser à partir de 50 ans, à savoir celui du sein, du cancer colorectal et du col de l'utérus. Et donc pour ce projet, nous avons envoyé des questionnaires aux femmes de 56 ans qui ont été identifiées par les structures de dépistage dans 4 départements français. Et ici, aujourd'hui, je vais vous parler des raisons de non-participation à 3 invitations du dépistage du cancer colorectal qu'elles ont reçues depuis leurs 50 ans. Autrement dit, depuis leurs 50 ans et à 56 ans, elles ont dû recevoir 3 invitations pour le cancer colorectal et ont dû normalement faire ces 3 invitations, enfin participer aux 3 invitations. Donc globalement, on a reçu 4634 questionnaires qui nous ont été retournés par les femmes. Et parmi ces questionnaires, on peut voir que 47,8% des femmes avaient réalisé les 3 dépistages du cancer colorectal, 29% avaient réalisé 1 ou 2 dépistages sur les 3, et 22,9% n'avaient réalisé aucun dépistage. Donc lorsqu'on regarde les raisons de non-participation aux 3 invitations, on a eu 1733 commentaires pour la question « Pourquoi n'avez-vous pas fait les 3 invitations ?» Et nous pouvons voir que parmi ces commentaires, la majeure partie, 26% des commentaires relatent donc de la négligence, de l'oubli ou encore de la procrastination. Une des raisons pourquoi elles n'ont pas fait les 3 invitations. Ensuite, pour 17% des commentaires, il s'agit d'une réalisation hors dépistage parce qu'elles ont réalisé une coloscopie ou parce qu'elles avaient des antécédents familiaux.
C'est une raison valable, si je puis dire, de ne pas faire le dépistage organisé. Ensuite, il y a 16% qui ont des commentaires qui ont relaté que le test était compliqué ou contraignant. Ensuite, certains commentaires montraient que les femmes n'étaient pas motivées ou ne se sentaient pas concernées, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les freins. Ensuite, donc, la difficulté d'accès au test a été identifiée dans 8% des commentaires. Et la peur du résultat ou de la coloscopie était également illustrée ici. Certaines n'ont pas reçu d'invitation, d'autres avaient des problèmes, des saignements ou des hémorroïdes au moment du test et ne l'ont pas fait. Certaines trouvent le test répugnant ou encore des réticences face au dépistage. Certaines femmes trouvent qu'il y a trop de dépistage ou alors qu'il est trop fréquent également. Donc, en conclusion, il serait nécessaire d'améliorer le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal. Et très peu de pays atteignent le taux de participation maximal souhaitable, donc de 65%. Et on n'observe pas dans la littérature de meilleures stratégies qui se dégagent pour augmenter la participation dans chacun des pays. Donc le but peut-être en France serait de simplifier l'accès aux kits de dépistage dans un premier temps. Donc l'idée est de poursuivre les expérimentations sur les nouvelles modalités de remise des kits. Pour cela, il y a un projet 2021 qui est de pouvoir commander directement en ligne son kit. On peut également voir que des actions tests ont été menées en Corse quant à l'accès du kit en pharmacie ou par courrier. Donc on peut voir que grâce à la participation des officines, il y avait un taux de participation de 36%. Et lorsque le kit était envoyé directement par courrier avec l'invitation, on avait un taux de participation qui augmentait de 6% à 27% dans les zones d'études. Malheureusement, cela a un coût, voilà, c'est une des limites de cette mise en place. Et enfin, il faudrait également renforcer la communication sur le programme de dépistage organisé, notamment peut-être en passant par les médecins généralistes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on voit un petit peu les freins au dépistage et un des freins, c'est le manque d'information, le manque d'explication, et notamment dans le diagnostic. Le diagnostic, c'est lorsqu'on a un test positif, ce qui arrive dans moins de 5% des cas, on doit se soumettre à une exploration complète du tube digestif qui s'appelle la coloscopie. C'est un examen qui a une procédure sous anesthésie générale après une préparation colique. Et Arthur Berger, qui est endoscopiste de renom, va nous présenter ses projets de recherche dans ce cadre-là avec l'optimisation de l'efficience de la coloscopie. Merci Arthur. Merci beaucoup Denis, donc merci à vous tous. Donc je vais effectivement aujourd'hui la coloscopie de dépistage est en train un petit peu de changer, de se moderniser et on est en train de passer dans un nouveau, on va dire, dans un nouveau registre en endoscopie digestive, en utilisant de plus en plus d'aide, notamment à la détection, l'aide à la caractérisation. Donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui vont probablement intéresser certaines personnes puisque l'intelligence artificielle est très très en vogue aujourd'hui. Donc vous présenter un peu les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui en coloscopie de dépistage. Donc s'il me confie d'intérêt. Alors, en introduction, donc, on en a déjà parlé, mais la coloscopie, c'est un des points majeurs, secondaires, donc après le test de recharge de sang dans les selles. Donc, il y a aujourd'hui à peu près plus d'1 million de coloscopies qui sont réalisées en France, pas forcément qu'après un test positif, essentiellement aussi sur des antécédents personnels ou familiaux de cancers colorectaux. Donc, il y a vraiment un enjeu pour la société très, très important. On sait que la coloscopie reste un examen qui est subjectif. Si en fonction de l'opérateur, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de la qualité de la préparation colique, eh ben, le niveau de rendu de cette coloscopie sera différent. L'un des critères principaux qui peut expliquer notamment le risque de lésion manquée et donc le risque de cancer d'intervalle entre deux coloscopies, c'est basé sur la détection des polypes, principalement sur la détection des polypes qu'on va dire adénomateux, donc qui sont ces polypes qui sont à risque de dégénérescence et de risque de cancer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20% d'adénomes qui sont manqués au cours d'une coloscopie. Alors ce chiffre peut faire peur.
Alors ces 20% en fait correspondent à peu près à que des lésions qui sont des petites lésions de moins de 10 mm, donc des lésions à risque de dégénérescence très faible, voire nulle. Mais ça reste quand même important. Donc c'est corrélé au risque de cancer d'intervalle, notamment si on rate une lésion de plus d'1 centimètre lors de la coloscopie. Il faut savoir également, il y a un autre enjeu, donc il y a le fait de rater des lésions, et puis l'autre chose, c'est qu'en coloscopie, on détecte énormément de lésions, et on va détecter énormément de lésions qui sont des lésions complètement bénignes, qu'on va appeler des polypes hyperplasiques. Pour faire un peu la corrélation, c'est un petit peu comme si on surveillait avec un dermatologue des taches de rousseur. Donc ce sont des lésions qui n'ont aucun potentiel de dégénérescence, et donc le fait de les enlever et de les envoyer à l'analyse est complètement inutile et ne va pas du tout protéger du risque de cancer. Donc l'autre chose, c'est que pendant la coloscopie, si on détecte des petites lésions, on peut éventuellement perdre les lésions une fois qu'on les a retirées. Donc finalement, c'est difficile de pouvoir donner à la suite de la coloscopie l'intervalle de surveillance nécessaire au patient. Ou alors quand on va lui donner l'intervalle nécessaire pour la coloscopie, souvent ça va être une fois qu'on aura recueilli le résultat anatomopathologique qui arrive 15 jours, voire 3 semaines après. Donc finalement, le patient a cette information-là un mois après, au minimum. Donc il y a forcément une perte d'information au patient, et donc ça peut forcément aussi entraîner qu'il y ait des patients qui sont perdus de vue et qui n'ont plus de suivi dans la suite. L'autre corollaire, c'est aussi un problème médico-économique. Aujourd'hui, le dépistage du cancer colorectal a un coût, et l'analyse des polypes dits hyperplasiques, donc sans potentiel de dégénérescence, entraîne aussi un coût pour ce dépistage-là. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées par nos collègues italiens et qui montrent que, grosso modo, enlever des polypes et les jeter, par exemple, si on est sûr que ce sont des polypes bénins sans risque de cancer, entraînerait une réduction des coûts aux alentours de 25 $ par patient. Ça, c'était pour introduire un petit peu l'idée générale. C'est que donc, quand on va faire une coloscopie, on va tomber sur plusieurs types de lésions au niveau du côlon. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer un petit peu de classifier le risque éventuel que cette lésion puisse devenir soit un cancer précoce, soit qu'elle puisse devenir un cancer si on la laisse évoluer pendant plusieurs années. Donc, l'intelligence artificielle, je vous en parlais après, aujourd'hui a mis en place des systèmes de reconnaissance automatique d'images qui permettent en fait de faire le diagnostic de lésions dites bénignes, hyperplasiques. Alors, ça inclura également les lésions sessiles-festonnées pour l'instant, ou les lésions dites néoplasiques sur des lésions à risque éventuellement de cancer. Donc l'intelligence artificielle, c'est connu maintenant depuis les années 50. Le plus bel exemple, c'est dans les années 2000 avec Deep Blue qui gagne son premier champion du monde d'échecs. Et aujourd'hui, en endoscopie, on va s'y intéresser plus particulièrement sur la détection et la caractérisation. Et les premiers finalement à avoir utilisé l'intelligence artificielle, c'est les dermatologues et les ophtalmos qui ont développé sur les mêmes bases. En fait, on a collecté d'énormes bases de données d'images. On a mis une vérité de témoin. Chez nous, en endoscopie, c'est l'histologie. On a fait mouliner ça dans des algorithmes, exactement les mêmes algorithmes qu'utilise Google pour reconnaître votre visage aujourd'hui sur Internet. Et tout cela permet aujourd'hui de faire une classification relativement robuste. Donc finalement, quelle place, je veux dire, en endoscopie aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais je crois que c'est plus largement même en médecine globalement. En France et en Europe, on est très fort pour faire des réglementations, et ça, je pense qu'on va en avoir besoin et que c'est une chance que l'on a, parce que je pense que des systèmes autonomes complets, c'est quelque chose qui n'est pas à vouloir pour notre futur, et qui aura toujours une part humaine et de subjectivité qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous, les recommandations européennes en endoscopie, c'est que ça doit être une aide seule et pas un système automatique. Alors en pratique, comment ça se passe? Donc c'est très simple, on a un endoscope classique. Sur cet endoscope, on a des petits boutons et on va appuyer sur ces petits boutons tout simplement à l'aide de notre main pour déclencher le système d'intelligence artificielle qui va nous aider sur la détection et la caractérisation. Alors, hop. Je pense qu'on peut passer.
peut-être... J'ai l'impression que ça... Ah, voilà, pardon. Donc, je vous ai dit donc l'intelligence artificielle aujourd'hui sur l'aide au dépistage et l'aide à la détection et caractérisation. Donc, on a deux modes. Le premier mode, donc, c'est le mode en détection. Donc là, on a à gauche la coloscopie donc sans intelligence artificielle, à droite la coloscopie avec intelligence artificielle. Et automatiquement, en fait, le système va venir détecter, mettre un petit cadre autour de la lésion spécifique pour aider en fait l'endoscopiste à voir cette lésion. Donc les principaux avantages, c'est qu'on a des techniques qui sont très très sensibles, qui sont en temps réel, qui n'entraînent pas de modification en fait pour le patient ni même pour l'opérateur pour la coloscopie qui est réalisée. Et le gros avantage, c'est que c'est une technique où il n'y a pas de subjectivité. Si vous avez fait 10 coloscopies dans votre vie ou si vous en avez fait 1000, l'algorithme et le système va vous donner exactement les mêmes résultats. Donc c'est probablement quelque chose qui va permettre d'harmoniser un peu la qualité de la coloscopie de dépistage. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de faux positifs. Les systèmes ont été développés pour ne pas rater de lésions, mais par contre, ils vont trouver des lésions qui ne sont pas des lésions en vrai. Ce qui finalement, pour le dépistage, n'est pas un réel problème. Donc quelques chiffres pour voilà, vous donner un peu les résultats dans la littérature. Il commence à y avoir pas mal de publications dans les années 2019, 2020 et puis cette année. Les plus grosses études donc randomisées. Donc ça c'est une première étude donc chinoise donc avec des taux de détection d'adénome qui sont très faibles, aux alentours de 20%, mais parce qu'on est dans une population asiatique. Mais on a une augmentation tout à fait significative de l'entour de 10% du nombre d'adénomes détectés. C'est des résultats qui ont également été retrouvés dans des populations européennes, dans une étude italienne, où ils ont utilisé un dispositif identique d'aide à la détection en coloscopie de dépistage, où là on retrouve dans le bras avec intelligence artificielle un taux de détection d'adénome à 55%, ce qui est voilà, tout à fait significatif. Ce qui est important de noter, c'est que ces systèmes, en fait, ce qui a été montré là plusieurs fois dans la littérature, aident à la détection de petits adénomes, donc des lésions qu'on appelle qui vont faire moins de 10 mm, mais finalement sur les lésions vraiment à risque de cancer, c'est-à-dire les lésions de plus de 10 mm ou les lésions avec de la dysplasie de haut grade, il n'y a pas de différence ou très peu sur certaines études entre le bras standard et le bras avec intelligence artificielle. Dans les méta-analyses, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Et l'autre chose, c'est qu'il est probable aussi pour les lésions très planes, qui sont les lésions donc, de type polype façonné, qui sont assez difficiles à voir au niveau du côlon droit, l'apport de l'intelligence artificielle aussi n'est pas complètement optimal. En mode caractérisation, donc là l'objectif ça va être de venir prédire l'histologie d'un polype, entre un polype donc à gauche adénomateux, donc un polype à retirer qui a un risque de cancer si on le laisse évoluer, et à droite un polype hyperplasique. En fait, le système, en appuyant sur un bouton, va être activé et va nous faire une prédiction histologique du polype. Donc ça, c'est pareil. Les avantages, c'est essentiellement un gain de temps, un diagnostic quasiment immédiat. Mais là, c'est le plus important, c'est l'opérateur qui est maître de son diagnostic et c'est l'opérateur qui doit choisir s'il doit enlever ou pas le polype. D'accord ? Notamment aujourd'hui, il y a l'histologie qui est prédite par l'intelligence artificielle est basique, en mode binaire, c'est-à-dire hyperplasique ou polype malin. Donc il inclut dans polype malin les cancers et les adénomes, et dans les polypes bénins, les hyperplasiques et les polypes sessiles festonnés. Donc le choix final doit vraiment rester à l'opérateur. Donc finalement, si on regarde un petit peu dans la littérature, donc on a beaucoup moins de données sur des systèmes de caractérisation automatique par endoscopique. C'est essentiellement des études qui ont été faites sur des banques d'images. On a peu de données en vie réelle. Mais sur des banques d'images, on a des résultats qui sont assez spectaculaires, avec des sensibilités aux alentours de 95%, des valeurs prédictives négatives à 97% pour le diagnostic d'adénome. L'objectif, c'est de ne pas rater le diagnostic d'un adénome. Et si on rate le diagnostic d'un hyperplasique, qu'on classe à tort un hyperplasique, finalement, pour le patient, il n'y a quasiment aucun effet néfaste.
Donc dans la littérature, pour l'instant, ça c'est les données d'une méta-analyse. Aujourd'hui, on n'a uniquement que 3 études prospectives. Le reste des études sont des études essentiellement sur des banques de données vidéo. Et demain, probablement que l'intelligence artificielle va permettre vraiment, on va dire, de donner des caractères objectifs à la qualité de la coloscopie. Vous savez, donc la préparation colique, le temps de descente de l'examen, savoir si on a bien vu l'intégralité de la muqueuse, ce sont des choses où finalement c'est l'opérateur aujourd'hui qui donne sa qualité de coloscopie. Demain, il est probable qu'on aura des algorithmes qui vont inclure l'intégralité des paramètres et qui vont pouvoir vous donner l'équivalent un peu d'un score de qualité de cette coloscopie globale pour avoir finalement une endoscopie la plus objective possible. Donc, en conclusion, l'intelligence artificielle aujourd'hui en endoscopie digestive et plus particulièrement en coloscopie de dépistage, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment de la réalité. C'est un outil qu'on peut utiliser aujourd'hui en pratique clinique courante. L'intérêt réel de l'apport de l'intelligence artificielle et de cette aide reste quand même à prouver. Il faut qu'il y ait des études de vie réelles qui montrent réellement son intérêt. Donc c'est notamment pour ça qu'on va débuter une étude là, très prochainement en septembre au CHU de Bordeaux, où on va s'intéresser donc à l'évaluation de ces dispositifs et de détection et de caractérisation en coloscopie de dépistage en vie réelle pour voir l'apport de ces techniques. Et puis finalement, dans le futur, je pense que ça va être l'intérêt, surtout, ça va être de pouvoir avoir des critères très objectifs. Et éventuellement, ces critères objectifs vont pouvoir également un peu corréler l'intervalle de surveillance qu'il va falloir que le patient ait en fonction aussi de ses facteurs de risque et en fonction de son risque de cancer pour faire une médecine de plus en plus personnalisée et la plus objective possible, je pense, pour demain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur de cet exposé très clair. On va pouvoir faire peut-être une petite table ronde sur ces 2 présentations. Et si vous permettez, moi j'ai une question directe à Madame Bardinet qui est concernant les freins au dépistage. Et que pensez-vous de ces freins dans votre entourage ? Les freins, le frein principal, je crois, c'est la coloscopie. Ça fait peur aux gens. Ils savent pas trop, même quand on leur explique à quoi s'attendre. Et puis c'est quand même un endroit, on veut pas. C'est encore la sphère intime. On n'a pas envie. Je pense que ça, c'est un frein qu'il faut essayer de dépasser. Dire que c'est un examen comme un autre et pour faire adhérer plus de gens à la coloscopie. Moi, c'est quelque chose qui m'a freinée aussi. Enfin, j'étais pas de suite d'accord à une coloscopie. Je me disais non, on m'a rien diagnostiqué par les autres tests. Pourquoi je ferais une coloscopie, quoi? Très bien. Madame Poiseuil, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux autres freins que vous avez screenés dans votre étude ? C'est pas le principal frein, je pense, qui ressort dans votre travail. Non, c'est pas le principal frein, effectivement, mais certaines personnes ont peur de la coloscopie et donc ils sont plus réticentes à faire le dépistage. Je pense qu'il y a une méconnaissance au niveau du dépistage et ce qu'il faut réellement faire, notamment au niveau des tests immunologiques, etc. Et ils pensent directement, en fait, je pense à la coloscopie, alors que dans le dépistage normal, quand on n'a pas d'antécédents, etc., il s'agit juste de prélèvement de sel, enfin juste entre guillemets, parce que ça aussi, ça peut être une réticence, mais voilà, les gens pensent directement à la coloscopie alors que il y a le dépistage organisé. Oui, c'est ça, la manipulation voilà. des selles ressortait quand même dans votre travail. Oui, certaines personnes trouvaient ça répugnant, etc. Donc ouais, ça ressort. Alors, je rassure tout le monde, il n'y a pas une manipulation des selles, hein, c'est un petit stylet sur une selle fraîche et ça dure quelques secondes et c'est vraiment pas du tout gênant. Moi, j'ai une petite question sur cette thématique de dépistage. Vous nous avez dit que une des méthodes envisagées à très court terme, c'est les commandes donc du coup de kits via Internet, en fait, peut-être pour faciliter l'accès aux kits. Et d'un autre côté, on voit, comme tu l'as dit, Denis, et comme votre histoire le montre bien, que la personnalisation du conseil médical est très importante pour orienter les patients à haut risque peut-être directement vers une coloscopie. Comment est-ce qu'on envisage que soit intégré ce conseil personnalisé
qui est important à l'adhésion peut-être au dépistage, dans des méthodes peut-être moins personnalisées qui sont l'envoi par Internet et un peu plus automatisées du coup. Alors le but, c'est toujours d'envoyer les invitations, enfin que les centres de dépistage envoient les invitations aux personnes éligibles au dépistage organisé. Donc il y a toujours cette forme de personnalisation où on reçoit directement une invitation chez soi qui nous explique les démarches à suivre, etc. Et après, le fait de récupérer le kit via un site internet, c'est pour faciliter cela au lieu d'aller directement chez le médecin. Mais je suis d'accord que la consultation médicale permet normalement de discuter avec le professionnel et qui nous explique l'importance du dépistage et tout ce qui entoure le dépistage et le cancer colorectal. Donc, voilà. L'Association nationale des présidents des centres régionaux de dépistage des cancers s'est mobilisée auprès de la CNAM, justement, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui met en place ce futur dispositif qui va démarrer assez bientôt, pour qu'il y ait un questionnaire quand même très limitant. Justement, on a suggéré fortement qu'il puisse y avoir quelques questions clés qui conduisent directement à refuser d'envoyer le test et à adresser le patient au médecin traitant. Toute trace de sang rouge dans les selles, toute modification récente du transit digestif, tout point d'appel clinique, tout antécédent familial doit conduire à un dépistage individuel par une coloscopie directe et pas par la participation au dépistage. Arthur, quand est-ce que ça viendra qu'on pourra faire une coloscopie les yeux fermés, juste en écoutant les bip bip? Non, ça je pense que ça ne viendra pas, et j'espère en tout cas que ça ne viendra pas. Je pense que il y a toujours la médecine, c'est pas, on essaie d'être le plus objectif possible pour essayer d'avoir des résultats les plus reproductibles, les plus performants pour les patients. Mais après, ça reste une science humaine et il y a toujours des choses qui sont pas prévisibles et il y a toujours des anomalies qui ne sont pas prévisibles avant. Et je pense que l'expérience et la vision d'un opérateur et d'un médecin restera indispensable. Et je pense que moi je crois beaucoup en l'aide de l'intelligence artificielle, mais après je crois également beaucoup aussi en la réglementation, en tout cas en médecine, et qu'il faut que ça soit des procédés qui soient encadrés. On peut très bien sinon imaginer demain que la consultation, par exemple pré-dépistage, soit organisée directement par un système d'intelligence artificielle qui va répondre automatiquement aux questions. C'est ce qui se fait, je sais notamment en diabéto, ils ont mis en place des systèmes où en fait quand les patients ont des questions, ils passent un coup de fil et en fait c'est un algorithme qui répond aux questions pour l'éducation thérapeutique et l'adaptation des insulines. Je pense qu'il y a des choses qui seront probablement positives pour tout le monde, notamment pour la démographie médicale qui est en manque, mais faudra quand même que ça soit très bien encadré et qu'il y a des choses qui doivent rester de l'aide et non un système automatique complet. Alors, ce qui est positif, c'est quand même que les dépistages en général vont tirer bénéfice de cette intelligence artificielle, puisque le cancer du sein aussi a donné lieu et donne lieu actuellement à des travaux sur la lecture des mammographies. Et est-ce que tu penses justement, toi qui utilises cette technique au quotidien, qu'on peut penser et dans quelle temporalité on peut imaginer qu'il va y avoir un déploiement? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même réservé à très peu de centres en France, ce genre de dispositif. Oui, alors aujourd'hui, c'est effectivement réservé à un peu des niches parce que déjà, les dispositifs coûtent cher, il n'y a aucune cotation et en même temps, l'intérêt médical pour l'instant, en tout cas d'un point de vue scientifique, n'a pas non plus été démontré. Donc pour l'instant, c'est logique qu'il n'y ait pas de remboursement et de tarification de ces actes. Donc les centres, il y a peu de centres qui vont s'équiper dans l'immédiat. Il faut imaginer que c'est à peu près 30 000 € minimum le dispositif d'intelligence artificielle qui est après couplé à nos dispositifs d'endoscopie classique. Mais donc ça a un coût. Donc si les données dans la littérature et les données qu'on va reproduire en vie réelle montrent vraiment un intérêt et un avantage pour le patient, mais également pour la société en améliorant le dépistage, il est probable que ces systèmes se déploient finalement assez vite parce que aujourd'hui c'est sur le dépistage, la détection des polypes, mais demain ça va être dans l'œsophage, dans l'estomac, vous savez, il y a aussi les vidéocapsules Grelic, les petites capsules qu'on avale pour regarder l'intestin grêle. Demain, ça va être un algorithme qui va lire la vidéocapsule en 3 minutes et qui sélectionnera les images d'intérêt à ce que le médecin regarde et valide le compte-rendu.
Voilà. Et alors, pour aller un peu juste au-delà du dépistage, pour parler un peu de traitement endoscopique, on traite de plus en plus des cancers superficiels par endoscopie, hein, avec des techniques moins invasives que la chirurgie. Tu es bien placé pour le savoir. Et justement, c'est une des raisons, moi, pour lesquelles je te sollicite personnellement souvent. C'est est-ce que ce polype, tu penses que, ou cette petite tumeur, tu penses qu'on peut le retirer par voie endoscopique ou est-ce qu'il faut que je l'envoie au chirurgien? Est-ce que les techniques d'intelligence artificielle t'aident un peu justement là-dessus ou alors j'ai compris qu'il n'y avait pas de données dans la littérature, mais quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce que ça peut aider Ben, je pense que alors, il y a plusieurs choses. Donc c'est vrai que on détecte de plus en plus de lésions précoces, hein, donc à des stades où on peut maintenant les retirer par endoscopie. On va dire qu'on va. L'idée, c'est de faire de l'épargne un peu d'organes et d'éviter des chirurgies si on peut s'en passer. Il y a des procédés maintenant qui sont en train de se développer d'intelligence artificielle qui viennent en fait sur la caractérisation des polypes, venir prédire en fait le stade d'infiltration de ces polypes et donc qui vont nous permettre d'évaluer vraiment très finement le stade et savoir si on peut enlever ce polype, oui ou non par endoscopie. Donc pour l'instant, ça reste sur des banques de vidéos, c'est pas en vie réelle, mais c'est pareil, sur des banques vidéo, ça marche très très bien. Et il est probable que les résultats qu'on a en banque vidéo vont marcher aussi bien en vie réelle. C'est ce qui a été montré dans la détection, la caractérisation. Donc ça devrait être le cas également, je pense. Si j'ai le temps encore d'une petite question, est-ce que dans ces études, vous corrélez à des données moléculaires, des mutations prétumorales qui peuvent aussi aider à prédire le risque de transformation? Est-ce que vous intégrez ces paramètres-là aussi? Non, pour l'instant, il y a pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu dans la littérature de données effectivement où il y a le corrélaire entre. Finalement, c'est des espèces de big data où on va mettre toutes les données que l'on connaît pour essayer de prédire au mieux un risque pour le patient. Je pense probablement que demain, c'est des choses qu'on pourra faire en médecine ultra personnalisée et ce sera peut-être une chance pour tout le monde, mais aujourd'hui, non, ça n'existe pas à ma connaissance en tout cas. Très bien, bien écoutez, merci beaucoup, merci aux orateurs d'être venus nous présenter leurs travaux en cours ou en perspective. Et j'invite bien entendu les auditeurs à se poser des questions sur la place du dépistage organisé du cancer colorectal, en insistant sur le fait que c'est un geste simple qui peut sauver des vies et qu'il faut absolument militer pour ce dépistage, puisqu'il permet non seulement de traiter des cancers superficiels, mais surtout de dépister des polypes qui évitent la survenue du cancer. Je crois que c'est parmi toutes les sessions qui vont suivre, c'est probablement le rapport bénéfice-risque et coût-efficacité le plus important. Voilà, merci à tous et à très bientôt.